Symbolique pour parler de la réactualisation de la lutte des classes, c'est le sujet d'aujourd'hui, qui a été forgé par Simon ici présent. Au départ, la raison pour laquelle on le fait en binôme, c'est qu'on avait pas mal de discussions sur un penseur marxiste qui nous tient à cœur tous les deux, c'est Michel Kouska, que j'ai connu brièvement à la fin de sa vie et édité. Et ça me fait extrêmement plaisir que quelqu'un comme Simon, qui doit avoir une vingtaine d'années de moins que moi, s'y soit intéressé, peut-être aussi pour les mêmes raisons. C'est pas simplement pour faire son éloge personnel de la personne qui est à côté de moi, mais simplement pour montrer qu'il y a quand même des raisons objectives à cela. Donc c'était à partir notamment de certaines réflexions de Kouska sur la réactualisation de la lutte des classes, actualisation au sens donner à toute façon à faire prendre conscience, hein, tout simplement, hein, puisque on va fêter les 170 ans du manifeste, avec sans doute une des phrases les plus contestables de Marx quand il dit que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Il aurait dû préciser l'histoire de toute société de classe jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes, puisque si on regarde l'histoire de l'humanité sur l'ensemble du parcours, les sociétés de classe ne représentent qu'une toute petite fraction. Voilà, c'est pas pour ça qu'il faut retourner au communisme dit primitif. J'ouvre une petite parenthèse, on oublie toujours un petit peu ça, c'est très important. Comme j'ai une bonne partie de ma famille à Nice, je ne sais pas si vous savez, c'est pas Lascaux, il y a Terra Amata, et il y avait sans doute quelques anciens Homo erectus là-bas, et à chaque fois que j'y vais, je me dis tiens, ça doit être à peu près les seuls communistes de la région. Parce que eux, ils étaient dans le communisme primitif. Ce qui est totalement injuste, parce que les communistes dans des régions très réactes sont toujours extrêmement combatifs et très sympas. Voilà, je ferme donc cette longue parenthèse. Donc oui, on partait de Kouska, mais évidemment, on ne voulait pas partir que de Kouska. Notamment, Simon parlait aussi, parce qu'il m'a dit, a mis à profit la lecture de Domenico Losurdo, et son livre La lutte des classes, qui lui aussi, d'une certaine manière, en analyse le concept, le décline au XXe siècle. Enfin voilà, on va essayer de problématiser tout ça pour tout simplement favoriser la discussion. Petite remarque personnelle, alors malheureusement, j'en suis à ma deuxième conférence dans la semaine sur des amis morts. Le premier était Jean Salem, dont j'ai parlé à la librairie Tropique mardi, et qui est décédé il y a environ 2 semaines, et qui s'occupait du séminaire Marx au XXe siècle. Il y a beaucoup de gens qui en reviennent d'ailleurs du séminaire aujourd'hui, ils ont fait le grand chelem, bravo à eux. Et une petite réflexion que peut-être ceux qui m'ont vu à la librairie Tropique m'ont entendu dire, mais je pense que c'est important et je voulais le dire aux militants. Vers 2004-2005, au départ, on avait pensé faire une sorte de binôme entre historien et philosophe. Or, il n'y a pas d'historien à cette table, entre guillemets. Et pour les philosophes, ils ont toute détermination et négation, donc on ne va pas s'auto-intituler comme ça. Mais bon, si on peut faire au moins de l'histoire sur le mode du témoignage, c'est quand même la base, le début de l'histoire, je suis obligé en pensant, comme dit Rubeuf, à que sont mes amis devenus, je suis obligé d'avoir un certain regard rétrospectif. Et donc, il y a une dizaine d'années, vers 2004-2005, je me suis fait cette réflexion, et qui concerne l'actualisation de la lutte des classes, vous allez comprendre pourquoi. C'est l'époque de la fondation du séminaire Marx au XXe siècle, qui est à mon avis un événement d'importance mondiale, vu par Jean Salem. C'est outre son œuvre scientifique, qui n'est pas une paille, évidemment, ce n'est pas une paille. C'est à mettre à son très grand crédit. Et c'est aussi, si on peut permettre très modestement, la fondation des éditions d'Elga. Et c'est aussi la fondation... tout ça est concomitant, tout ça arrive de manière chacun de manière indépendante, mais vont à peu près dans le même sens. Converge, j'allais dire, c'est la fondation du pôle de Renaissance communiste en France. Et ce qui me frappe, il y a énormément d'autres événements qui touchent à la mouvance communiste, mais ce qui me frappe dans ces événements, c'est qu'ils sont concomitants, non pensés, de manière
mais on est dans une époque qui privilégie ça. Je pense que c'est 10 ans après la mutation. Il fallait une forme de résilience, parce que la mouvance communiste n'est pas, contrairement par exemple au trotskiste, n'aime pas s'auto-diviser, etc., ne le fait pas de gaieté de cœur. Mais là, vu la possibilité en fait, d'infléchir le cours révisionniste du Parti communiste français, il a fallu au moins 10 ans pour que les gens se rendent compte, pour recréer au moins trois institutions majeures. Et à chaque fois, ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu 3 philosophes marxistes à la manœuvre. Jean Salem, Michel Poustère pour les éditions d'Alga, et Georges Gastaud pour le pôle de Renaissance communiste en France. Voilà. C'est pour ça que là je m'adresse aux jeunes. Il y a quelque chose qui a pu être maintenu. De ce point de vue-là, on peut même parler d'une véritable refondation au plan intellectuel. Et ce qui me a... Comment dire, une des grandes joies de mon existence, au moment où j'arrive au milieu du chemin de ma vie, c'est de me rendre compte que ça prend un sens de façon militante, de façon concrète. Et notre présence à Paris, qui décuple, enfin, qui est liée à des camarades qui sont ici et d'autres qui n'ont pas pu vivre, malheureusement. Et je pense à Fadim, à qui on salue bien. Notamment, et puis tous ces camarades qui l'entourent, tout cela me réjouit fort. Et tout cela concerne bien sûr l'actualisation de la lutte des classes. Mais on va laisser Simon, comme je vous dis, problématiser et permettre de sur les paroles. Simon, rappelle qu'il faut boire parce que tout le monde doit prendre une conso. Oui, avant de commencer, est-ce que tout le monde a pris une conso? Parce que c'est gratuit, essayez d'en prendre une. On nous accueille gratuitement, quoi, c'est juste pour qu'on puisse avoir des bons rapports avec, voilà. avec le café, qu'on puisse pas continuer à venir là chaque mois, penser pour une petite consommation. On m'entend bien? Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, merci Émeric pour la présentation. Je te retourne aussi le compliment, ça va pas durer très longtemps, c'est juste que il y a quelques années de ça, il y a 2 ans ou 3 ans, j'étais à Toulouse, je découvrais l'édition d'Alga, et je m'imaginais mal, quelques années plus tard, me retrouver à côté de toi, donc voilà, ça me fait plaisir. Pour ceux que ça peut effrayer de présenter de la philosophie, etc., vu la réputation que la discipline a, on pourrait avoir peur de ces éternelles tournures rhétoriques qui consistent à botter en touche à la moindre difficulté et à inventer des concepts philosophico-littéraires pour mieux noyer le poisson, on va dire. Bon, sans fausse modestie, ça va pas trop être l'habitude de la maison, hein, parce qu'on connaît tous ce genre de technique. La philosophie, c'est un peu, je sais plus qui disait ça, c'est un sport de gentleman qui est pratiqué par des voyous. Donc ici, on va essayer de définir chaque terme correctement, de manière à que ce soit le plus clair possible et le plus compréhensible possible. Par rapport aux jeunes, je pense que, y compris les jeunes, imaginent mal actuellement ce qu'a pu représenter, outre le fait que le Parti communiste français ne joue plus le rôle révolutionnaire qu'il avait auparavant, la fin de l'école de base. L'école de base, c'était une structure d'éducation populaire qui visait à éduquer ses militants. Alors, il n'y a pas d'historien, mais s'il y en a qui connaissent, je parle sous leur contrôle. Je pense qu'il y avait aussi, après, il y avait l'école fédérale, ce qui fait que vous pouviez être envoyé en URSS, faire une thèse d'économie, de philosophie, alors que vous étiez en France pour leur fraiseur. Enfin voilà, il y avait vraiment l'idée que les militants étaient formés philosophiquement, économiquement, etc. Et c'est ce que le café de philosophie marxiste et d'histoire critique essaye de faire à sa juste mesure, et très modestement. Mais on se disait justement que pour inaugurer la première séance de philosophie au sein du café marxiste, il n'y avait peut-être pas meilleur sujet que la question de la lutte des classes, qui reste quand même un incontournable au sein du marxisme, mais aussi une grande méconnue. C'est-à-dire que on peut prendre le terme d'actualisation sous 2 formes. Donc d'une part, comme l'a dit Émeric, qui a l'idée de mettre au jour la lutte des classes au sens d'essayer de comprendre quelles sont les catégories sociales actuelles en jeu dans ce rapport de force qu'est la lutte des classes. Donc c'est la réponse à l'éternelle question qui est souvent posée par des esprits malins. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui, le prolétariat, la bourgeoisie, etc. Ce à quoi on va essayer de répondre, bien évidemment. Mais aussi l'actualisation au sens scolastique, de la philosophie scolastique donc du Moyen-Âge, c'est-à-dire le passage de la virtualité à la réalité, ou en termes marxistes, de l'abstraction au concret. C'est pas non plus faire preuve de dogmatisme que de dire que le marxisme et la philosophie, comme disait Jean-Paul Sartre, indépassable de notre temps, au sens, non pas qu'elle soit quelque chose d'indépassable en soi, mais que l'analyse marxiste est celle qui a poussé le plus loin l'analyse des mécanismes fondamentaux du mode de production capitaliste,
Et en ça, tant qu'on reste dans le mode de production capitaliste, il n'y a plus rien à rajouter, en quelque sorte, à l'étude de ces mécanismes fondamentaux. Je reviens et je vais faire une parenthèse sur l'utilisation de ces deux termes abstrait et concret. On a dit que l'actualisation, c'était le passage de l'abstrait au concret. Aujourd'hui, on pense qu'il est nécessaire de revenir sur cette actualisation de la lutte des classes, c'est-à-dire le fait de rendre à nouveau concret un terme qui, de par, comme tu disais, une influence révisionniste, a perdu beaucoup de sa substance et qui s'est retrouvé jouer une sorte de rôle, disons, on l'a réduit à quelque chose du style les riches contre les pauvres, les 99% contre les 1%, etc. Et je pense que le début pour une actualisation, au sens de la mise à jour des catégories sociales qui sont en jeu, ça passe quand même par un rappel fondamental de ce qu'est la lutte des classes au sens marxiste du terme. Donc, une petite parenthèse par rapport à ces deux termes d'abstrait et concret. Je sais bien que la mode, elle est à la critique de l'abstraction. Généralement, quand on critique l'abstraction, c'est le gamin qui est en cours de sciences nat et qui dit « ouais, ça me plaît beaucoup les sciences nat, mais c'est trop abstrait, c'est pas assez concret ». Généralement, ça veut juste dire qu'il préfère tripoter des rats morts ou disséquer une grenouille que d'étudier les lois fondamentales de l'évolution, de la théorie de l'évolution. Ou quand on est en physique, on préfère toucher au tube à essai qui en plus fait une couleur violette et en plus qui risque d'exploser, plutôt que d'étudier les lois fondamentales, je sais pas moi, de la chute des corps. Quand on vous dit ça, il y a fort à parier que votre enfant n'utilise pas le terme d'abstrait et concret au sens marxiste. Je pense que c'est évident. Et en fait, l'abstrait au sens marxiste, c'est ce dont on parle lorsqu'on dit il a fait abstraction de. Ça veut dire que l'abstrait au sens marxiste, c'est toujours une réalité qui est décrite de manière tronquée, en faisant abstraction de telle ou telle réalité, etc., et sans prendre en compte l'ensemble des déterminations. Au contraire, le concret, et c'est ce qu'a expliqué Georges Lukács dans l'Histoire et conscience de classe, il y a un chapitre sur l'orthodoxie, où il explique bien le fait que le marxisme est une vision concrète du monde, parce qu'elle prend en compte le tout de la réalité sociale. C'est pas l'empirique, c'est pas seulement l'empirique, même si elle prend en compte l'analyse empirique, mais c'est le fait de prendre le monde social en sa globalité, en sa totalité, et y compris en n'escamotant pas la réalité économique, par exemple. C'est le typique, par exemple, de la pensée bourgeoise de reprocher au matérialisme historique de violer l'unicité et la particularité de chaque événement historique, etc. Et c'est là où elle pense être le plus concret, c'est-à-dire en analysant des événements historiques dans leur unicité, dans le détail, etc., qu'elle est le plus loin du concret au sens marxiste, si vous avez bien compris. Je vais aussi partir d'un constat qui est que depuis la crise de 2008, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on a eu une crise structurelle, ce qu'on appelle une crise structurelle, c'est-à-dire qu'il y a eu des mécanismes d'endettement généralisé qui ont été mis en place pour contenir les contradictions du système et qui ont failli. Bon, c'est ce qu'on appelle la crise des subprimes. Il y a eu le discours qui consistait à dire que la lutte des classes était terminée, qui s'est retrouvé largement discrédité. C'était notamment Habermas et Hannah Arendt qui vantaient les mérites de ce qu'ils appelaient la pacification. Et ça s'est traduit en termes de succès de librairies divers, notamment l'explosion des ventes du livre de Karl Marx, donc le plus connu, Le Capital, et avec des numéros divers consacrés à la pensée de Marx, notamment chez Le Point, etc. Mais par contre, ce qu'on peut observer, c'est que ce succès de librairie, dans l'espace militant et dans le milieu communiste particulièrement, ne s'est pas traduit nécessairement par une analyse rigoureuse à gauche et par une évolution du discours critique, et notamment sur l'interprétation qui a été faite de la lutte des classes. Et ça, on peut s'en rendre compte très facilement. On s'en rend compte quand on pense à 2008 avec tous les mouvements du style Occupy Wall Street, où c'était principalement, comment dirais-je, c'était une rhétorique contre la finance et les spéculateurs, si vous voulez, avec ces éternels 99% contre les 1%. D'ailleurs, 99%, c'est le titre de Pierre Laurent, il a sorti un bouquin qui s'appelle comme ça. Et ça se retrouve aussi dans les programmes de la social-démocratie, avec notamment l'usage de la stratégie populiste de Chantal Mouffe, mais aussi ça se traduit sur une critique qui critique essentiellement la sphère de circulation, c'est-à-dire il y a des 1% qui complotent, qui sont méchants et qui ne redistribuent pas. Généralement la critique ça s'arrête à ça. C'est une vision du coup vulgaire du marxisme et de la lutte des classes qu'on ne trouve jamais dans Marx.
Donc il est évident qu'une actualisation de la lutte des classes doit pouvoir répondre à ces critiques et doit pouvoir permettre de dépasser cette vision qu'on pourrait qualifier de gauchiste, ou du moins de populiste, de la lutte des classes. Qui doit d'ailleurs beaucoup à l'influence du christianisme, avec le pauvre qui est forcément quelque part porteur d'une vérité, de valeurs authentiques, contre les riches qui sont les moins nombreux mais qui dominent, etc. Donc voilà. Oui, je voulais aussi parler d'un camarade donc, que je revois assez régulièrement, qui s'est fait secouer par la direction de la revue théorique du Parti communiste, qui s'appelle la Cause commune, je crois, pour avoir osé parler de matérialisme scientifique, de socialisme scientifique. Au contraire, alors, c'est que ça va à contre-courant de tout ce qu'on peut. Comment on peut comprendre véritablement le marxisme, c'est-à-dire que dans le manifeste du Parti communiste, le matérialisme scientifique se distingue par rapport au matérialisme, au socialisme utopique, par justement cette volonté de comprendre, de tendre asymptotiquement à la scientificité, ça veut dire asymptotiquement, ça veut dire c'est la courbe asymptotique, si vous voulez, qui essaie d'atteindre un point sans jamais l'atteindre véritablement, mais qui y tend. Je pense qu'il faut au contraire marteler et continuer à expliquer que le marxisme effectivement est un acquis théorique et que c'est un acquis théorique qu'il ne faut pas abandonner comme ça, et c'est précisément parce que c'est un acquis théorique que ce n'est pas un dogme. Ça veut dire juste que vous ne philosophez plus de la même manière à partir du moment où il y a eu Marx. Vous ne pouvez plus produire de traités d'entendement ou de traités des catégories d'entendement pures à partir du moment où on dit par exemple que la vie sociale détermine la conscience. Et comme disait Lénine, la tâche maintenant, à partir de Marx, ça va être d'historiciser les catégories de la connaissance. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas se passer de l'analyse marxiste pour l'analyse de la lutte des classes, et que si Marx n'a pas inventé la lutte des classes, et il le dit lui-même, il le tire d'historiens bourgeois, notamment Guizot, ça il le dit dans une lettre à Engels, il dit « j'ai pas inventé la lutte des classes ». Mais il y a un ajout que fait Marx de la lutte des classes, c'est ce à quoi mène la lutte des classes, et le fait qu'elle est consubstantielle, je dirais, au mode de production capitaliste, et qu'elle ne peut se résoudre que par ce qu'il appelle la dictature du prolétariat. C'est le grand apport de Marx, mais c'est pas Marx qui invente le concept de lutte des classes. Je dirais encore plus que l'essence du matérialisme scientifique, c'est justement la lutte des classes. Autrement dit, la lutte de classe est au cœur du matérialisme historique. Je vais vous citer un passage de Marx de la Sans Famille. Il ne s'agit pas de ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat entier, se représente à un moment donné comme but. Il s'agit de ce qu'est le prolétariat, de ce que, conformément à son être, bon, ça veut dire la place qu'il occupe au sein du procès de production, il sera historiquement contraint de faire. Donc quand on dit que la lutte des classes est au cœur de la démarche historique du marxisme, on pense à la phrase qui est ultra connue et que tu as d'ailleurs relevée: l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ça va nous permettre de progresser, si vous voulez, dans la compréhension de la lutte des classes au sens marxiste. Engels va l'expliciter dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. Donc c'est une brochure qui paraît dans un journal social-démocrate à la base, qui est à destination d'ouvriers et qui cherche à vulgariser, si vous voulez, le matérialisme historique à la classe ouvrière. Donc en fait, c'est l'idée que l'histoire n'est pas, contrairement à ce que certains disent, un procès sans sujet, que ce sont les hommes qui font l'histoire. Donc je cite: rien ne se produit sans dessein conscient, sans fin voulu. Mais c'est le fait aussi que pour Engels et pour le marxisme en général, si c'est bien les hommes qui font l'histoire avec des intentions particulières, ces intentions et la compréhension de ces intentions ne suffisent pas pour expliquer les grands changements historiques. C'est la distinction qu'on pourrait faire, si vous voulez, entre motif et mobile. Le motif étant la justification subjective que vous allez donner en disant « je fais ça parce que je veux atteindre tel but ». Le mobile est ce qui vous meut, ce qui vous pousse à le faire effectivement. Par exemple, lors de la crise du jansénisme, c'est un épisode de l'Ancien Régime que Lucien Goldman analyse, le fait que la noblesse de robe, donc la bourgeoisie qui a réussi à acheter des titres, notamment sur les postes d'avocats, etc., se retrouve marginalisée et décide de se couper du monde en pratiquant la religion janséniste, qui consiste à dire il n'y a pas de salut possible en ce bas monde, etc. Ça tient évidemment au fait qu'il y a eu qui croyaient réellement à cette thèse spirituelle, si vous voulez, mais ça traduit juste le fait qu'elle est coupée à l'époque par l'absolutisme monarchique, qui est en train de se constituer, et qui s'entoure d'une bureaucratie très efficace, qu'on appelle la bureaucratie des commissaires, et qui fait que cette noblesse d'Europe se trouve totalement marginalisée.
Mais si vous voulez, ce qui explique véritablement ce repli, c'est pas leur intention ou leur condition spirituelle, c'est le fait qu'économiquement, elle ne peut rien faire d'autre. C'est tout en fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, le but du matérialisme dialectique, c'est de définir ces mobiles, par opposition à ces motifs, ces forces motrices, ces forces qui mettent, je cite, en mouvement des peuples entiers, et dans chaque peuple à son tour, des classes entières, et ce, pour une action durable et aboutissant à une grande transformation historique. C'est pour ça que l'action historique chez Marx ne s'est réduit jamais, si vous voulez, à ce qu'on a pu appeler, ce que Hannah Arendt a appelé la poésis, c'est-à-dire l'action au sens technique. Lorsque vous voulez fabriquer, je sais pas moi, une tôle, vous allez prendre une plaque de tôle et la faire passer dans une machine qui va la déformer, ça va faire une tôle. Vous allez avoir un résultat qui est conforme à votre intention. Chez Marx, ce n'est ni ça, ni cette conception de l'action comme poésis, ni ce que Hegel a appelé la ruse de la raison, qui consiste à dire l'homme ne fait pas l'histoire, en fait, les hommes sont le jouet de l'esprit du temps qui a pour but de faire aboutir l'esprit absolu. Chez Marx, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le fait qu'il y a des motifs, effectivement, subjectivement, mais que ce qui est vraiment déterminant, ce sont les mobiles. Oui. Et c'est-à-dire que faire l'histoire, c'est toujours la faire dans des conditions qui sont déjà données et qui existent déjà, c'est-à-dire qui sont un produit historique. Je vais citer un passage de l'idéologie allemande. Toute force productive est une force acquise, le produit d'une activité antérieure. Il y a toujours un déjà là qui sont des forces productives, qui sont une situation économique particulière, un développement particulier de la production, des classes sociales particulières, et l'histoire que les hommes font n'est que ce jeu au sein de ces conditions qui sont déjà données. C'est pour ça que quand il présente le texte de sa conférence Travail salarié et capital, il va s'agir pour Marx d'exposer les rapports économiques qui constituent la base matérielle des luttes des classes et des luttes nationales, avec l'idée que les classes, chez Marx, sont toujours engendrées par la lutte et se constituent toujours par la lutte, si vous voulez. Et c'est Thomson, l'historien britannique, qui va montrer que chez Marx, justement, les classes ne sont jamais en soi, mais toujours... ne sont jamais des choses, pardon, ne sont pas des choses, mais toujours des rapports dynamiques qui vont naître des affrontements sociaux. C'est-à-dire que l'analyse de la lutte des classes chez Marx, contrairement à tout ce qui est souvent, enfin, tout ce qu'on a coutume de croire, notamment avec des slogans du style je lutte des classes, vive la lutte des classes, ou je sais pas trop quoi, c'est pas un volontarisme, c'est pas, la lutte des classes ne se décrète pas. Le volontarisme, c'est ceux qui pensent que ceux qui jurent, que par la volonté révolutionnaire, ou qui ne voient dans la révolution qu'un coup de force habilement préparé, ou si vous voulez, une conspiration, quoi. Mais les classes, au contraire, sont le produit du développement capitaliste, et l'histoire des classes se confond, paradoxalement, avec l'histoire du capital. C'est-à-dire que l'analyse de classe détermine la stratégie politique. À la différence de la bourgeoisie, et c'est ce qui différencie fondamentalement la bourgeoisie du prolétariat, c'est que, alors que la bourgeoisie a pu se développer, si vous voulez, culturellement et économiquement pendant l'Ancien Régime, le prolétariat, va dire Marx, n'a de force que de son organisation. C'est-à-dire que la lutte des classes, c'est un concept multidimensionnel, si j'ose dire, qui est à la fois historique, économique et politique. Par rapport à l'idée que la lutte des classes est le moteur de l'histoire, ça c'est un truc que Marx va trouver chez un certain historien qui s'appelle Augustin Thierry. Et vous savez que Marx et Engels essayent de montrer à l'aide d'exemples qui sont tirés d'époques qui va de la cité grecque antique au capitalisme du 19e siècle, en passant évidemment par le système féodal de l'Ancien Régime, que la lutte des classes est un schéma pertinent pour comprendre les grandes évolutions historiques. Donc, cet Augustin Thierry, c'est un historien français qui a placé, fait partie de ces historiens français qui ont placé la lutte des classes au cœur de l'interprétation des processus historiques. Dans une lettre à Engels le 27 juillet 1854, il va le définir comme le père de la lutte des classes dans l'historiographie française. Avec Guizot d'ailleurs, ce qui donne lieu d'ailleurs à un commentaire assez intéressant de Lukács dans Problème du réalisme. C'est pour vous dire à quel point la bourgeoisie, donc, à partir du moment où on dit que la lutte des classes a été théorisée par des historiens bourgeois,
on ne dit pas que la bourgeoisie a toujours lié la lutte des classes. La bourgeoisie a cette tendance à toujours tirer le pont-levis derrière elle, c'est-à-dire à dire oui, il existait une lutte des classes lorsqu'on l'a menée, etc., contre l'ancien régime, ce qui se passait jusqu'au 19e siècle, oui, 19e siècle, avec Hegel, où c'est la fin où la bourgeoisie finit d'être totalement progressiste, parce qu'elle finit de Avec Auguste Comte. C'est un problème de micro. Si tu interprètes au code, c'est Auguste Comte. Ouais. Bon, en fait, c'est la période où la bourgeoisie est encore progressiste parce qu'il y a encore des vestiges de l'ancien régime, etc. Mais c'est l'idée que elle ne lie pas la lutte des classes en soi, elle la nie en tant que consubstantielle au mode de production capitaliste. Ça veut dire que ces historiens savent très bien, et Guizot est un des historiens préférés de Marx pour ça, c'est que il va expliquer, si vous voulez, la différence de violence entre la Révolution française et la Révolution anglaise, par la différence de développement de l'économie agraire. Donc vous voyez, il n'y a pas plus matérialiste que ça, finalement. Et c'est quand même hyper révolutionnaire chez un penseur comme Guizot, qu'il y ait une analyse de ce type, qui est matérialiste avant l'heure. Dis qu'il est Guizot pour tout le monde, parce que c'était le Premier ministre de Louis-Philippe, et dont la devise était « Enrichissez-vous ». Là, on est en plein développement du capitalisme plus sauvage. Hein, en plus. Avec la spéculation. Voilà. Mais va se passer, vous savez, 1848, l'ère des révolutions sociales, et là, il va se passer un truc incroyable, c'est que Guizot, c'est le cas qui s'appelle la décadence idéologique, c'est qu'au bout d'un moment, la bourgeoisie ne peut pas aller au bout de sa logique, c'est que Guizot va se mettre à renier tout son travail précédent, il va produire un travail, je crois, sur l'analyse du Commonwealth, et sur Cromwell. Il va se mettre à expliquer les grands événements historiques, les guerres, etc., par l'intervention divine, Dieu qui commence à freiner les armées, etc. Donc, ça veut dire qu'il troque une analyse ultra-matérialiste qui faisait de lui l'historien préféré de Marx et Engels pour des analyses totalement irrationalistes, parce qu'en fait, il sait très bien qu'il ne peut pas aller au bout de sa logique, si vous voulez. C'est comme lorsque Marx commence à étudier les économistes anglais, c'est là dont il va tirer d'ailleurs du non-dit des économistes anglais, il va tirer le concept de lutte des classes comme découlant de la théorie économique, comme consubstantiel au mode de fonctionnement économique du capitalisme, mais au bout d'un moment on ne peut pas aller plus loin parce que ça revient à scier la branche sur laquelle on est assis. Donc pour un historien bourgeois et pour des économistes bourgeois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Alors juste pour que tout le monde comprenne, parce que le raisonnement est très bon, mais pour que tout le monde comprenne, il faut savoir que à ce moment-là, 1848 et juin 48, c'est l'émergence du prolétariat comme force révolutionnaire. Vous savez que ça va très mal se terminer, mais là comme force révolutionnaire active, et opposée à la bourgeoisie, y compris de ceux qui ont fait février 48. Donc là l'opposition est frontale, alors qu'avant les deux sont mêlés. Par exemple les Jacobins en 93, Marx disait c'est la manière bourgeoise d'accomplir la révolution jusqu'au bout, et ces gens sont appuyés par les sans-culottes. Ils forment une sorte de bloc historique, alors là la solidarité est totale, mais effectivement c'est une partie de la bourgeoisie qui échoue. En 1848, là, la rupture est totale et en même temps le prolétariat s'est émancipé et est devenu une force autonome, si on veut dire. Donc, et ce que montre Simon, c'est que ça, d'après l'analyse de Lukács, qui est indéniable, on trouve dans la destruction de la raison, on trouve dans un point de vue du réalisme, c'est que vraiment 1848 marque vraiment l'irruption du prolétariat en pleine conscience. C'est pas pour rien que Marx, à la même époque, dit un spectre entre l'Europe, ils ont 300, peut-être 300 communistes en Europe, fondamentalement. Mais ils ont bien compris cet adversaire, et surtout comme la bourgeoisie était une classe révolutionnaire au XVIIIe siècle, et ben, au XIXe siècle, elle se rend compte qu'elle n'est plus révolutionnaire et qu'il y en a une autre qui prétend justement à l'universalité. Parce qu'il y avait l'universalisme des Lumières, et soit un universalisme abstrait en quelque sorte, là au mauvais sens du terme, pas au sens dont parle Simon. Mais bon, je laisse Simon continuer. Tout ça pour dire que la lutte des classes, c'est pas seulement une simple injonction à la rébellion, etc., mais qu'à la base, c'est un concept, une hypothèse même, dirions-nous, historique, qui est censé expliquer le mode le passage, disons, d'un mode de production à un autre, en fait, censé expliquer les ruptures. Et donc, on ne peut pas défendre le marxisme comme méthode scientifique ou tendant à la scientificité en acceptant une conception affadie de la lutte des classes, du style riche contre pauvre. Dire que la lutte des classes est le soubassement de toute l'histoire humaine, ça veut juste dire que ça revient à critiquer ceux qui prétendent parler d'histoire sans réfléchir sur les conditions de possibilité de l'histoire humaine, à savoir sa nécessité de se nourrir, de se vêtir, bref, le commerce économique, l'économie, quoi, si vous voulez.
Et ce que va faire Marx, qui est totalement nouveau, c'est de faire de la lutte des classes le concept, la mère de toute chose. C'est vraiment ça. Avec comme état de guerre civile plus ou moins larvé, qui des fois c'est le moment où ça s'ouvre, et là c'est le conflit est flagrant, mais la lutte des classes comme tension qui travaille inéluctablement le mode de production capitaliste, et même avant ça les modes de production antérieurs. C'est pas pour rien d'ailleurs que la négation de la lutte des classes va toujours s'accompagner d'une négation de l'histoire, ou du moins du sens de l'histoire dans la pensée bourgeoise, pas forcément quelque chose qui va, disons, ça serait trop facile si la pensée bourgeoise se limitait simplement à un éloge inconditionnel de l'état des choses existant. Mais il y a toujours cette tendance entre optimisme absolu, pessimisme absolu, relativisme, pensée de l'éternel retour, etc. C'est pour ça qu'à mon avis, on peut mettre en relation la négation de la lutte des classes et la négation du sens de l'histoire, ou du moins d'une analyse proprement historique. C'est pour ça que Marx dira, par exemple, à partir du moment où la pensée bourgeoise passe à côté de ça, de l'analyse de classe, consciemment ou non, à partir du moment où elle en fait abstraction, alors elle est abstraite, justement. Donc on retombe sur la distinction que j'avais faite entre concret et abstrait. C'est-à-dire coupé de la référence à la totalité, incapable de saisir les rapports essentiels entre les hommes. C'est pour ça que dans La misère de la philosophie, donc c'est un pamphlet qui est dirigé contre Proudhon, il dira « Ces rapports sont, donc les rapports de classe, non pas des rapports d'individu à individu, mais des rapports d'ouvrier à capitaliste, de fermier à propriétaire foncier, etc. Effacez ces rapports et vous aurez anéanti toute la société, et votre Prométhée n'est plus qu'un fantôme sans bras ni jambes. » Je voulais dire aussi, je voudrais parler du concept en lui-même de lutte des classes tel qu'il découle de l'analyse historique que fait Marx à partir de sa lecture, si vous voulez, des économistes anglais. La lutte des classes, déjà, c'est la véritable avancée, je pense, de Marx par rapport à Hegel. Hegel va rester dans l'abstrait au sens que nous avons défini, c'est-à-dire qu'il est incapable, dans son analyse de la Révolution française, par exemple, de voir la lutte des classes à l'œuvre. Il connaît très vite la lutte des classes entre bourgeoisie montante et aristocratie féodale, mais très peu. En réalité, il ne va même pas la prendre en compte, en fait. On le voit aussi, ça, à sa tendance à toujours valoriser le travail, parce qu'il assimile toujours à un travail forcément intellectuel, à parler des classes moyennes, alors que Marx, vous savez, parle de couches moyennes. Alors après, il va parler de classes petites bourgeoises, etc. Mais en fait, le fait est que Hegel va très mal interpréter les économistes anglais, tandis que Marx va partir de ces économistes anglais pour essayer de dévoiler leur non-dit, leurs incohérences, pour mieux révéler en fait leur non-dit et ce qu'ils ne peuvent pas dire. Et ce que ces économistes ont tout intérêt à cacher, et c'est de là dont part la conceptualisation du terme de lutte des classes, c'est ce qu'on appelle l'extorsion de la plus-value. Le surtravail, que je vais définir plus tard, c'est ça qui va vraiment définir, si vous voulez, la lutte des classes et exprimer la lutte des classes, non pas comme état exceptionnel des choses, mais état normal du mode de production capitaliste. Donc pour Marx, l'économie est le squelette de ce qu'il appelle, enfin de ce que Hegel appelait la société civile. Donc c'est tout à fait normal qu'il parte des économistes anglais pour dégager les mécanismes fondamentaux du mode de production capitaliste. Et je vais vous faire entendre le discours une partie du discours d'Engels à la mort de Marx. Marx a également découvert la loi particulière du mouvement du mode de production capitaliste actuel et de la société bourgeoise qui en est issue. La découverte de la plus-value a, du coup, fait ici la lumière, alors que toutes les recherches antérieures, aussi bien des économistes bourgeois que des critiques socialistes, s'étaient perdues dans les ténèbres. Donc la découverte de la plus-value, ça naît d'une énigme à la base, d'une énigme qui est une question fondamentale et à laquelle les économistes anglais n'arrivent pas à répondre, c'est comment expliquer le profit réalisé par le capitaliste. Étant entendu que l'argent ne veut pas de lui-même se reproduire de lui-même, il faut bien que la source de l'accroissement de la valeur vienne des marchandises. Généralement, on va vous dire, c'est facile, pour qu'il y ait accroissement, pour qu'il y ait profit, pour qu'il y ait accroissement en fait, du capital, il faut que le capitaliste vende ses marchandises à un prix plus élevé que ce qu'elles lui ont réellement coûté. Main d'œuvre, matières premières, etc. Que le coût réel en fait, de la production de ces marchandises. Ce qui est vrai en fait.
parce que c'est pour ça qu'on délocalise, etc. C'est pour avoir une marge de profit beaucoup plus importante. Mais pour Marx, c'est pas là le cœur de la source du profit. Et la découverte de Marx, en fait, va s'inscrire dans une polémique contre ce qu'on appelle à l'époque la valeur travail, qui considère le travail en lui-même comme une marchandise, et qui en fait est un concept de l'économie anglaise, qui est tout à fait traduisible dans l'opinion courante. Dans l'opinion courante, vous allez dire, je vais vendre mon travail sur le marché du travail, on appelle ça le marché du travail d'ailleurs, et en échange de mon travail, qui va produire telle valeur, je vais recevoir un salaire égal à telle valeur. Ce que va dire Marx, alors là il y a un grand mystère, parce que si on n'échange que des équivalents, c'est-à-dire si le salaire distribué par le capitaliste est égal à la valeur travail, c'est-à-dire à la valeur produite par l'ouvrier ou par l'employé, par quelle opération magique, j'ai envie de vous le dire, l'enfantement miraculeux par lequel le profit est produit, si vous voulez. Quel est l'enfantement miraculeux par lequel le profit est produit alors qu'on a un échange d'équivalents? En fait, Marx, donc ça c'est ce qu'on appelle le processus de reproduction élargie du capitalisme. C'est le processus par lequel, à la fin, au début on a un capital argent qui est investi dans la production, dans la marchandise, ensuite on a une marchandise qui va être vendue, et ensuite on a un capital qui résulte de cette vente qui est supérieur au capital d'argent investi au départ. Ce que va faire Marx, c'est qu'il va commencer par critiquer ce qu'il appelle la valeur travail. La valeur travail, en fait, il n'existe pas. Il faut parler, il y a bien une marchandise qui est vendue sur le marché du travail, mais cette marchandise, c'est pas un travail, c'est la force de travail. La force de travail, c'est, si vous voulez, les capacités physiques, mentales, on va dire, intellectuelles, nécessaires à la production d'un bien. Ce qui explique l'accroissement du profit, enfin du capital, disons, c'est justement l'accaparement qui va appeler la plus-value, l'extorsion de la plus-value. En fait, si vous voulez, le capitaliste va louer pour une durée indéterminée cette force de travail. Donc, c'est la fameuse marchandise donc, qui va être échangée sur le marché du travail. Et cette force de travail, l'employeur, si vous voulez, va l'utiliser comme bon lui semble, tant d'heures déterminées par jour, par semaine, par mois, etc. Mais à quel prix? Et c'est là où Marx va réfléchir aux conditions de rétribution, si vous voulez, de cette force de travail. C'est que la particularité de cette force de travail comme marchandise, c'est que c'est une marchandise pour l'employeur qui coûte moins cher que ce qu'elle rapporte. Et c'est ce qui va expliquer le profit. C'est-à-dire que vous savez qu'il va définir la valeur d'une marchandise, donc là on parle de la force de travail, par le temps de travail social nécessaire à sa production ou à sa reproduction. La valeur de la force de travail, pour faire court, ça va être tout ce qui est nécessaire pour la reproduction de cette force de travail, à savoir la nourriture, les habits, en gros tout ce qui est nécessaire pour vous reposer et pour que vous soyez disponible le lendemain pour retourner au travail, etc. Le salaire, donc, c'est ce que va recevoir le travailleur en échange de sa force de travail et qui est nécessaire à la reproduction de sa force de travail. L'accaparement de la plus-value, ça va être précisément le fait que, par définition, la force de travail crée plus de valeur que ce que la rémunération de la force de travail va coûter à l'employeur. Autrement dit, ce que l'individu produit par sa force de travail va coûter à une valeur plus grande que ce que vont coûter les salaires. C'est-à-dire qu'il y a une part de travail dans la journée, c'est ce que Marx va faire en divisant la journée de travail en deux moments de la journée, qui n'est jamais dit bien sûr, c'est qu'il y a le premier moment où effectivement la valeur de la force de travail correspond au salaire qu'on va lui donner, mais il y a une partie de la journée où le travailleur travaille gratuitement. Et c'est sur cette part de la journée que va se faire le profit. Ça veut dire que c'est du vol en fait. Ça veut dire qu'en fait il y a une partie du travail qui est nécessairement non payée, qui est nécessairement non volée, qui est certainement volée, pardon, et ça va être le vol fondamental à l'œuvre dans tous les mécanismes de l'économie capitaliste, parce que c'est nécessaire pour accroître un profit, et ça va être le grand non-dit, si vous voulez, de toute l'économie anglaise, qui d'ailleurs n'est pas le seul, hein, parce qu'il y a aussi une scène mythique, enfin une scène mythique et pas mythique, mais la scène primordiale par laquelle chaque empire capitaliste va se créer. Donc ça c'est dit dans une partie du Capital. Si vous ne lisez pas le Capital, lisez au moins ça. Ça s'appelle l'accumulation primitive du capital. C'est, si vous voulez, la période à partir du moment où une petite somme de capital va devenir véritablement un empire. Et ça, Marx
trouve ces informations chez les historiens anglais, etc. Donc c'est vraiment... en fait, c'est déjà dans les, comment dirais-je, dans les manuels, dans les livres, mais c'est jamais dit comme tel. C'est le fait que vous allez avoir des vols à main armée, des accaparements de terre par la violence, par le sang. Et c'est aussi le fait que l'Empire anglais, par exemple, va se constituer en faisant travailler, mais même à l'époque de Marx, ça, si j'ai envie de vous dire, 14 heures par jour, je crois que c'était ça à l'époque, le temps de travail par jour, y compris des enfants, donc à partir de 5 ans. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment s'imaginer. La guerre de l'opium. Pardon ? La guerre de l'opium. La guerre de l'opium, si tu veux. Non, c'est un exemple comme l'autre. Donc, pour l'Empire anglais, voilà. ils ont obligé les Chinois carrément à se droguer, littéralement, pour leur imposer. Et c'est aux origines de la banque à HSBC, voilà, pour illustrer, hein, pour prendre un exemple. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des non-dits comme ça. Donc, le cas de l'économie anglaise, c'était déjà le cas chez Marx. Mais l'extorsion la plus-value, c'est ce qu'il découvre. C'est le mystérieux, c'est le mystère en fait de l'accroissement du capital. C'est ce qui permet d'accroître le capital, qui n'est pas donc un échange d'équivalent entre le travail donné et le salaire reçu. Mais il y a aussi l'accumulation primitive par laquelle les premiers capitalistes vont se former, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir tout d'un coup, par l'usage de la force illégitime, un capital qui est colossal, qui constitue l'embryon, si vous voulez, des premiers empires. Ah mais alors, il faut être un petit peu, vu qu'on a cité un exemple extérieur, la surexploitation, et puis c'est le moment des enclosures, en fait, c'est le moment où on commence à fermer les champs. Enfin, si on parle des Anglais particulièrement, voilà, il faut juste mentionner ça pour être à peu près, bon pas exhaustif, mais disons que c'est là qu'il y a appropriation de la terre, enfin, du foncier, quoi. Mais vous allez me dire, ça tient pas parce que le salaire, il n'est pas forcément limité à l'argent nécessaire à la reproduction, disons, de la force de travail. Le problème, c'est que c'est ce vers quoi va tendre tout capitaliste, à savoir à abaisser le salaire jusqu'à ce strict minimum qui est la reproduction du temps de travail, si vous voulez. Mais l'écart, en effet, c'est un curseur. Et ce curseur-là, il est déterminé par quoi ? Justement par la lutte des classes. Parce qu'il y a deux classes qui ont des intérêts totalement antagonistes. Le prolétaire, celui qui vend sa force de travail, qui est obligé, qui voudra à chaque fois essayer de récupérer le plus possible par rapport à ce qu'il donne, à être rémunéré pour ce qu'il produit, à ce que son salaire corresponde à la valeur de sa force de travail, et le capitaliste qui fera tout pour baisser le salaire au strict minimum nécessaire à la reproduction du temps de travail, de la force de travail, pardon. Donc, ce curseur entre salaire et profit, ça dépendra toujours du rapport de force entre le capital et le travail. Et il faut savoir que le bourgeois ira jusqu'au bout, comme pour Marx, le prolétaire doit aller jusqu'au bout. C'est-à-dire l'extorsion de la propriété privée des moyens de production. Donc la question qui consiste à dire est-ce que bourgeoisie et est-ce que prolétariat sont des concepts qui ne sont pas un peu datés, là on comprend à quel point c'est absurde, puisque ce sont deux pôles opposés, deux classes opposées, et qui, si vous voulez, constituent les antagonismes fondamentaux du mode de production capitaliste, avec entre toutes sortes de couches intermédiaires, mais ce qui déterminera véritablement l'avenir de la société, c'est est-ce que ce sera le pôle de la bourgeoisie qui parviendra à ses fins, ou est-ce que ce sera le prolétariat qui parviendra à imposer ses intérêts. Je dis ça par rapport aux tentatives d'actualisation. Non, je dis ça parce que je pense aussi que ça, on pourra en parler plus tard, parce que là, je ne peux pas développer au sein de cette démonstration-là, mais il faudrait se méfier aussi de cette tentative assez grossière de dire, oui, aujourd'hui, tout ce qui ne possède pas les moyens de production, c'est du prolétariat, parce que ça correspond, il ne possède pas les moyens de production, donc ça correspond au prolétariat. Je veux dire, même du temps de Marx, il n'y avait pas que des prolétaires, hein. Il y avait même l'école blanche, ça existait. Il y avait énormément de classes intermédiaires. Donc l'analyse qui consiste à dire il existe une seule classe qui est la classe prolétarienne et une autre classe qui est la classe bourgeoise, ça ne tient pas. Il y a toutes sortes de couches intermédiaires, mais ça ne veut pas dire que le destin de la société ne se joue pas entre ces deux pôles qui correspondent au mécanisme fondamental. Donc là, on a défini la lutte des classes par un principe fondamental qui est celui qui est un principe économique, en fait, qui est l'extorsion de la plus-value.
et qui est au cœur du mode de production capitaliste, comme on l'a dit. Ça nous permet de montrer que les conflits sociaux, en réalité, ne sont pas un état d'exception, mais l'état normal des choses. Il y a des moments où le rapport de force va être plus vif, on va dire, que d'autres, ça va donner lieu à des guerres civiles, des tentatives de révolution plus ou moins avortées, etc., des répressions. Mais il faut bien comprendre que par le fait même qu'il fasse découler ce concept de lutte des classes de l'analyse économique du mode de production capitaliste à partir de la lecture des économistes anglais, montre bien que la lutte des classes n'est pas quelque chose qui se décrète ou une injonction à la révolte, mais qui est un état des choses, une sorte de guerre civile, si vous voulez, larvée, entre des intérêts contradictoires, ou même, je dirais même plus, antagonistes. C'est-à-dire que l'un ne peut pas se gagner sans aller au détriment de l'autre. Il y a un bel exemple qui est très poétique, c'est celui de Brecht, quand il dit on voit toujours la violence du fleuve, mais on voit jamais la violence des rives qui l'enserrent. En fait, cette violence, elle est quotidienne, en fait, hein, la violence de l'expansion dont il parle. Juste pour donner l'exemple. Après avoir du coup défini ça d'un point de vue de la théorie économique, je vais m'atteler à la critique d'une dérive non scientifique, si vous voulez, du concept de lutte des classes, qui est la compréhension qu'on pourrait appeler gauchiste ou populiste de la lutte des classes. En fait, là, il s'agirait de s'affranchir d'une vision purement binaire. Donc, c'est aussi c'est malheureusement aussi ça induit en erreur de parler de la lutte des classes, comme s'il n'y avait qu'une forme de la lutte des classes. Là, c'est là où je vais venir à la liste de Losurdo. C'est que, si vous voulez, même du temps de Marx, ça lui a été reproché. Au moment où il publie le manifeste du Parti communiste, il dit bien la lutte des classes, ça dépend des rapports économiques, etc. Le problème, c'est que les interventions politiques de Marx et dans son œuvre, il va parler de la lutte des classes, mais il va surtout parler de la lutte des classes en tant qu'elle s'incarne dans les conflits entre des nations, etc. C'est pour ça qu'il va produire la brochure, qui est une conférence Travail salarié et capital, pour expliquer, parce qu'on lui demande d'expliquer mieux les liens entre lutte des classes et rapport économique. Mais c'est ce que va faire Losurdo, de dire il vaut mieux parler des luttes des classes que de la lutte des classes, qui opposerait simplement ces deux extrêmes, pas au sens péjoratif, que sont la bourgeoisie, si vous voulez, et le prolétariat. Il va parler notamment Losurdo, il va relever 3 formes de lutte des classes chez Marx, qui sont la lutte des classes entre les classes propriétaires et le travail dépendant, mais aussi la lutte en faveur des nations opprimées, donc ce que Marx appelle l'exploitation d'une nation par une autre, et l'oppression de et la lutte qui correspond à ce que Engels appelle, lui, l'oppression du féminin par le masculin. Je dirais un petit mot sur le populisme, sur la stratégie populiste des faibles contre les puissants, etc. Je dirais que le populisme, actuellement, comme stratégie de la gauche dite radicale, n'a été possible, en réalité, que par une grande faiblesse du mouvement intellectuel communiste français. Et en fait, si vous voulez, la dérive populiste, à mon sens, comme stratégie pertinente à la conquête du pouvoir, il ne s'agit pas parce qu'on dit souvent, généralement, oui, tu es un populiste, et généralement pour dire, ouais, tu n'acceptes pas véritablement l'ordre libéral, donc tu es texte de populiste. Là, je parle vraiment de la stratégie politique populiste qui dit, il faut parler de peuple contre élite, et c'est tout. La peau est mouffe, quoi. Voilà, Chantal Mouffe. Et la peau, cette stratégie, si vous voulez, n'a pu émerger que parce qu'on a abandonné une conception scientifique de la lutte des classes, et non rigoureuse, même binaire, entre pauvres et riches, au détriment d'une analyse scientifique, si vous voulez. Donc c'est totalement normal que le PSF actuel se dirige vers une sorte de populisme soft, un peu, même de moins bonne qualité que des adversaires sociaux-démocrates, beaucoup plus performants en la matière, parce qu'il assume complètement. Je voudrais insister sur aussi cette chose que la lutte des classes n'indique pas forcément une lutte entre oppresseurs au sens strict et opprimés au sens strict. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque Marx fait l'analyse de la lutte des classes pendant l'Ancien Régime, la bourgeoisie qui mène sa lutte des classes contre l'aristocratie, si elle n'est pas la classe dominante ou régnante à proprement dit, on peut pas la qualifier de classe véritablement opprimée à l'époque. Je parlerai aussi de la même manière, si vous voulez, les propriétaires d'esclaves pendant la Révolution américaine vont jouer un rôle colossal dans cette révolution, alors qu'on ne peut pas non plus les qualifier forcément d'individus ou de classes opprimées à l'époque.
c'est pour ça que je vais reprendre ce que je disais au tout début, par rapport à l'intérêt grandissant pour la théorie marxiste et pour le concept de lutte des classes, qui s'est traduit par un regain d'intérêt pour le capital, pour même le vocable même de lutte des classes, mais qu'à côté de ça, il y a nécessité à polémiquer contre la tentation populiste. Et en fait, c'est ce que va faire Lozurdo dans un livre chez Dalga qui s'appelle La lutte des classes. Les luttes des classes, je crois. La lutte des classes. La lutte des classes. En critiquant Simone Veil. En fait, c'est les, oui, t'as raison, c'est là, mais c'est les, ouais. À travers la critique de Simone Veil. Donc Simone Veil, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chrétienne de... Et le pire, c'est qu'en plus, en italien, c'est l'état di classe. Alors ça singularise tout, mais ça, c'est l'expression italienne. Pardon, je suis désolé. Non, en fait, Simone Veil, c'était une philosophe française, catholique, chrétienne, qui va ensuite se tourner vers l'anarchisme. Juive, mais qui se convertit au ouais. Qui va se nouer, si vous voulez, d'empathie pour la classe ouvrière, etc. Forte empathie, forte compassion, etc. Mais qui va finir par, si vous voulez, rompre avec l'URSS, puis plus tard avec Marx lui-même. En fait, si vous voulez, elle lit l'impératif, la lutte des classes comme un impératif moral. Donc c'est le schéma parfait de ce qu'on critique actuellement. C'est-à-dire que, je vais vous citer une phrase de Simone Veil, la lutte de ceux qui obéissent contre ceux qui commandent, lorsque le mode de commandement entraîne l'écrasement de la dignité humaine chez ceux d'en bas, est ce qu'il y a de plus légitime, de plus motivé, de plus authentique. Cette lutte a toujours existé, parce que ceux qui commandent tentent toujours, qu'ils le sachent ou non, à fouler aux pieds la dignité humaine en dessous d'eux. Donc là, on peut se dire, c'est très sympathique, c'est un soutien sincère aux opprimés, ce que c'est, effectivement, peut-être, mais c'est absolument pas marxiste. Et on ira même plus loin, en vidant le concept de lutte des classes de son contenu marxiste, on va voir comment ça va devenir, au terme de sa vie militante, totalement contre-révolutionnaire. Mais malgré elle, toujours malgré elle. On va voir ça notamment dans les évolutions politiques de Simone Veil, notamment quand elle va se positionner dans la lutte entre le fascisme, donc représenté à l'époque par l'Italie et l'Allemagne nazie, et le communisme. Pour Marx et Engels, on l'a dit, en faisant découler la lutte des classes de la théorie économique, la lutte des classes est un processus normal, la condition ordinaire du processus historique et social. Et chez Marx et Engels, je remarqué aussi, ça rejoint ce qu'on a dit précédemment par rapport aux propriétaires d'esclaves et par rapport à la bourgeoisie dans sa lutte des classes contre la féodalité pendant l'Ancien Régime, la lutte des classes n'a pas forcément une connotation positive et encore moins moralement positive. Simone Veil oublie peut-être, enfin sûrement, que la lutte qui vise à perpétuer l'oppression et l'exploitation, c'est aussi une lutte des classes. La répression des révolutions de 1848, dans le sang, etc., c'est une lutte des classes. C'est pas pour autant que ça a une valeur morale positive ou particulièrement désirable, etc. De la même manière, la lutte de ceux qui obéissent contre ceux qui commandent, donc c'est le terme de Simone Veil, ne coïncide pas non plus avec la lutte des classes. Les victimes de l'oppression nationale, on va revenir d'ailleurs sur le cas de la lutte pour la libération nationale et de l'esclavage domestique imposé aux femmes, ne sont pas forcément des membres, si vous voulez, des classes dominées. De la même manière, si vous n'êtes pas totalement convaincu, ça ne marche même pas pour les luttes émancipatrices, mais en plus, ça ne s'applique même pas au schéma du conflit entre le capital et le travail. C'est-à-dire qu'en juin 1848, ce qui a expliqué la victoire de la bourgeoisie, c'est le soutien à la classe bourgeoise de ce qu'on appelait à l'époque le Lumpenprolétariat, à savoir le prolétariat en haillons, qui sont, si vous voulez, une couche de la population qui est privée tant du pouvoir que de la richesse et de la propriété des moyens de production, mais pourtant qui est disposée à se mettre tendanciellement toujours au service du plus offrant. En fait, si vous voulez, pendant 1948, ils vont se rallier à la classe bourgeoise pour réprimer la classe ouvrière organisée, comme une sorte d'armée de mercenaires. D'ailleurs, on peut même, je pense que ce serait même intéressant de faire un historique de tous les cas où un Lumpenprolétariat déterminé a pu jouer un rôle dans le brisage de grève, etc. Je citais d'ailleurs une phrase du manifeste du Parti communiste. Quant au Lumpenprolétariat, ce produit passif de la pourriture des couches inférieures de la vieille société, il peut se trouver, ça et là, entraîné dans le mouvement par une révolution prolétarienne. Cependant, ces conditions de vie ne disposeront plutôt à se vendre à la réaction. Je vais encore citer un truc encore plus, j'irai trash. Dans la social-démocratie allemande, le Lumpenprolétariat, cette lie d'individus déchus de toutes les classes, qui a son quartier général dans les grandes villes, et, de tous les alliés possibles, le pire.
Cette racaille parfaitement vénale et tout à fait importune, lorsque les ouvriers français portèrent sur les maisons pendant les révolutions l'inscription « Mort aux voleurs » et qu'ils en fusillèrent même certains, ce n'était pas par enthousiasme pour la propriété, mais bien avec la conscience qu'il fallait avant tout se débarrasser de cette engeance. Tout chef ouvrier qui emploie cette racaille comme garde ou s'applique sur elle démontre par là qu'il n'est qu'un traître. Ça, c'est Marx et Engels qui parlent. Mais c'est pour vous dire que ces phrases-là aussi vont être utilisées par toute une fraction de la gauche anarchiste, souvent, pour faire du marxisme, si vous voulez, un discours anti-pauvre. Il y a une idée reçue qui consiste à dire que le marxisme ne s'adresse qu'aux éléments les plus avancés de la classe ouvrière, qu'on appelle l'aristocratie ouvrière. Je dirais que le Lupenprolétariat n'a rien à voir avec une critique anti-pauvre chez Marx et Engels. Chez Marx et Engels, la paupérisation chez Marx, enfin chez eux, ça a à voir avec ce qu'on appelle la surpopulation relative. En fait, c'est les besoins toujours fluctuants du capital, et c'est la surpopulation relative à ces mêmes besoins du capital. On parle de relatif, en fait, pour insister sur le caractère toujours fluctuant des besoins de cette exploitation. Ça se manifeste notamment lors des crises de surproduction, mais il n'y a pas que, il y a aussi les surnuméraires qui forment l'armée du chômage, il y a les vieillards, ceux qui sont à domicile, les inaptes, etc. Mais qui ont tous un point commun par rapport au Lupenprolétariat, c'est de tous être passés par ce qu'il appelle ce qu'il appelle la dure mais fortifiante école du travail, c'est-à-dire que l'armée des surnuméraires qui constitue l'armée de réserve, enfin, les chômeurs, etc., les exclut quelque part de la production. Pardon ? 3 chinois pour un Yankee. C'est ce qu'il disait, je crois. Ouais, peut-être, c'est possible, je sais pas. En fait, si vous voulez, ils sont tous destinés à passer par la production, ou du moins par l'organisation au sein du travail salarié. Ce qui n'est pas le cas pour le Lupenprolétariat, qui est une couche de marginaux, si vous voulez. Donc c'est pour fermer la parenthèse par rapport au fait que la lutte des classes n'a jamais été, et ne sera jamais, tant qu'on la comprendra scientifiquement, comme une éloge inconditionnelle de la pauvreté, ou une sorte de misérabilisme, si vous voulez. Aujourd'hui, ceux qui portent le discours de revalorisation extrême du Lupenprolétariat, on trouve ça chez le Comité Invisible, chez Éric Hazan, etc., qui voit dans les bandes vraiment le véritable substrat révolutionnaire par rapport au prolétariat qui serait forcément adapté à ses consommations, perverties, etc. Ouais. On a aussi l'idée que, il faut aussi voir, on voit aussi chez Marx et Engels dans leurs écrits que la lutte des classes n'est pas un simple conflit entre prolétaires et capitalistes. Elle ne se réduit pas à ça. Il y a des luttes âpres à l'intérieur de chaque classe, évidemment, au sein desquelles il faut jouer pour favoriser toujours le camp du travail au détriment du camp du capital. C'est ce que vont faire Marx et Engels lors des interventions politiques, proprement politiques, etc. Par exemple, en 48, tu parlais de 48 à propos tu parlais des Jacobins aussi, je ne sais pas si tu parlais des Jacobins en 48, mais les éléments les plus progressistes de la bourgeoisie vont se faire traiter de Jacobins en 48, quand ils vont refuser de tirer sur Lincoln se faisait traiter de Jacobin. Donc je vais en venir à Lincoln, c'est pareil. La Commune de Paris, par exemple, il y a eu une importance énorme que relève le Surdo du souvenir nationaux de 92. Le souvenir nationaux de 92, c'est une phrase de Marx qui montre à quel point, si vous voulez, les communards se sont aussi soulevés parce qu'il y a eu un élan révolutionnaire issu de la révolution sociale des robespierristes entre 92 et 93, si vous voulez. Et un mépris immense pour la bourgeoisie française de l'époque qui avait abandonné le territoire à l'armée prussienne. Ce qui fait que d'ailleurs la Commune de Paris, si vous regardez bien les composants de la Commune de Paris, ça déborde largement les simples prolétaires au sens strict du terme. Il y a des éléments petits bourgeois, classe moyenne, et des éléments patriotiques. C'est le fait que le patriotisme dans la Commune de Paris joue un énorme rôle, et c'est relevé par Marx lui-même en fait. Il y a un exemple encore plus parlant, tu parlais de Lincoln, c'est totalement vrai. Marx va qualifier la guerre de sécession comme l'événement le plus colossal de l'histoire contemporaine. Il va en parler comme d'une lutte des classes à caractère gigantesque, ça se déroule sur une moitié de continent quand même. Et c'est encore plus curieux, pourquoi ? Parce que ça met en scène non pas des prolétaires contre des capitalistes avec deux camps bien formés, mais deux armées régulières. Donc l'armée du Nord et l'armée du Sud. Le Nord qui est dirigé par Lincoln. D'ailleurs, Marx va envoyer des lettres à Lincoln, de félicitations, etc. Et les armées sudistes, qui sont pour la continuation de l'esclavagisme, etc. Et si vous voulez, contre l'avis général de tout le mouvement socialiste de l'époque, qui ne fait que dire « mais il faut se désintéresser de ça, parce que c'est des conflits entre bourgeois », Marx va voir dans le Sud le champion déclaré, si vous voulez, de la cause esclavagiste,
ce qu'il est effectivement, et dans le Nord, le champion plus ou moins conscient de la cause du travail dit libre, même si ça va pas aller jusqu'au... Il va y avoir les Noirs qui vont être enrôlés dans l'armée, enfin qui vont rejoindre l'armée de Lincoln, qui vont avoir le droit de porter des armes, etc. Donc ça va être salué. Mais ensuite, bien évidemment, ça va pas assez loin, et c'est ce que Marx, comme beaucoup, vont déplorer d'ailleurs. Mais il n'empêche que Marx va vraiment analyser ce conflit qui oppose deux armées régulières en termes de lutte des classes. Pour vous dire à quel point c'est pas réductible simplement à un prolétariat identifié et à une bourgeoisie identifiée avec rien au milieu, j'ai envie de dire. Et je vais même aller plus loin, c'est que au moment de former son armée, lorsque Lincoln décide d'attaquer le Sud véritablement et de détruire le Sud, enfin de détruire l'armée sudiste, il va demander l'enrôlement, enfin il va prononcer l'enrôlement obligatoire. Et à l'époque, la conscription obligatoire, pardon. À l'époque, autour de New York, il y a beaucoup d'immigrés pauvres, notamment des Irlandais. Et ce que va faire Lincoln, c'est qu'il va envoyer un détachement militaire pour réprimer les immigrés irlandais qui ne veulent pas intégrer l'armée du Nord, qui ne veulent pas rejoindre Lincoln dans sa lutte contre l'armée sudiste, si vous voulez. Je pense qu'on peut pas suspecter Marx d'anti-irlandanisme, je sais pas comment on dit. Lorsqu'il y a eu la répression de l'Irlande par les Britanniques, il y a des correspondances entre Marx et Engels où ils témoignent tous les deux de leur extrême tristesse, si vous voulez. Et Marx raconte